Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears pour un essai d'une voiture que j'ai pas l'habitude de tester. Cette marque là, c'est une Ford qui est derrière moi, vous voyez. C'est le nouveau Ford Kuga phase 2. On va faire le tour du propriétaire. Alors ce Kuga, il s'agit d'une version nouvelle, c'est une version de finition active comme vous voyez ici. Et c'est une voiture très verte, comme vous voyez, on est dans un environnement très vert parce que c'est une hybride. On a affaire ici au Kuga FHEV, donc Full Hybrid Vehicle. Il fait partie de ces véhicules où il y a eu des accords internationaux. Donc ici en dessous, au niveau mécanique, on a du Toyota hybride. Je vais vous expliquer ça plus tard, mais d'abord, regardez la ligne de ce Kuga qui est assez bien réussi. Il a été assez bien retravaillé. Je trouve que Ford a fait du beau boulot et surtout cette couleur verte lui va assez bien finalement. Vous voyez, on a affaire à des belles jantes aluminium chaussées en 19 pouces 225-55. Les bas de caisse façon 4x4, mais bon, c'est du plastique avec des petits rappels en couleur métallisée pour faire joli. Et cette face avant, tout compte fait, moi je trouve qu'elle est assez expressive. C'est ce qui a principalement changé sur ce Kuga. Alors, jetons un petit coup d'œil à l'intérieur. Un intérieur qui a été retravaillé, notamment avec le nouveau système d'infotainment Sync 4. On va faire un petit tour de l'autre côté. En pénétrant à bord, on voit le nouveau tableau de bord avec les différents inserts. Le volant compte à sa gauche la partie régulateur de vitesse, contrôle sonore et voice control. Et à la droite ici, c'est le contrôle de l'ordinateur de bord, la gestion des stations plus le décrochage du téléphone. Ici au niveau de la console centrale, on regarde vers le bas et on découvre qu'on a donc les deux types de prises USB plus un 12 volts, chargement à induction et une commande basique de la clim avec dégivrage avant. On a ici le volume de la radio. Alors il est assez bien placé parce qu'il est côté passager. Pour une fois, c'est bien fait. Et ce bouton, je me demande ce que c'est. Ça permet de choisir les drive modes. C'est du tactile en fait. Il faut faire Eco, Sport, Slippery et Trail. Alors au niveau de la commande de tout ce qui est climatisation, chauffage, tout se passe ici. Alors c'est tout du tactile. On voit qu'on a le chauffage des sièges, le contrôle des températures, le volant chauffant et puis ici le contrôle des modes, dégivrage arrière, dégivrage avant, l'enclenchement de la clim, pareil côté droit. Un petit coup d'œil à la boîte à gants, contenance assez honnête, c'est bien. Alors la partie ici basse du tableau de bord est en plastique dur, à partir d'ici tout est moussé, donc c'est assez honnête. En face de nous on a une vision tête haute, on a aussi un toit panoramique et les places arrière sont assez spacieuses comme vous pouvez voir. Je vais m'installer derrière pour vous montrer. On va s'installer et coucou, je suis ici bien installé à l'arrière, beaucoup de place au niveau des jambes, je n'ai pas les genoux qui sont trop hauts, l'appui-tête ici je peux le ramener à ma hauteur, l'espace au toit est suffisant, c'est confortable. On a une assise un peu plus haute à l'arrière qu'à l'avant, ce qui nous permet d'avoir une vision un peu plus panoramique. Et ici au milieu, j'ai la coudoir centrale qui se déploie comme vous pouvez voir. Je trouve que c'est un véhicule spacieux. On a, comme vous voyez, beaucoup d'espace aux jambes. Regardez là, mon siège est réglé à ma taille, donc 1,78 m. J'ai énormément de place au niveau des pieds, comme vous pouvez voir. À savoir que ici à l'arrière, on peut incliner le dossier, ce qui est très bien pour les longues distances, pour se reposer. On peut faire un petit somme. Ou aussi pour les enfants, lorsqu'ils sont avec des sièges enfants, vous pouvez les incliner et quand ils s'endorment, ils ne partent pas vers l'avant. Ça, c'était un élément qui était très important lorsque mes enfants étaient en bas âge. Je me rappelle, on avait un des premiers SUV avec cette fonctionnalité. Très bien, je vous le recommande. Sinon, pour le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, ici à l'arrière, on a, regardez,
On a les sièges chauffants, ce qui est pas mal du tout. Et on a aussi, ce sont deux USB qui ne sont pas très visibles à cause de la lumière. Finalement, cet arrière est assez bien loti. Passons à la conduite. Cette vidéo vous est proposée par Petro Center à Luxembourg. Et nous allons poursuivre cet essai au volant. C'est parti, je me mets sur drive et on démarre. Alors, j'ai déjà roulé un petit peu avec la voiture et j'ai un petit peu regardé comment ça fonctionne au niveau de l'hybridation. Je rentre directement dans le vif du sujet. Oui, c'est un système Toyota. Donc, on a un moteur 4 cylindres, 2,5 litres de cylindrée. Ici, on a une version 4 roues motrices. Le système de transmission est basé sur l'eCVT de Toyota, donc le train planétaire qui permet donc de faire un genre de CVT. Et on a une batterie. Alors, je n'ai pas la valeur de la capacité, mais de mémoire, ça doit tourner aux alentours de 2 kWh. Alors, comme je vous disais, j'ai déjà roulé un petit peu avec. Elle roule pas mal en mode électrique, donc c'est assez intéressant de se rendre compte que cette voiture évolue sur l'électrique assez souvent. Pour information, la consommation que j'ai réalisée jusqu'à présent, elle est de 4 litres au 100 km sur 15 km, mais il est vrai que j'ai fait environ 11 km d'électrique. Donc à voir au bout de notre parcours qui va faire environ une cinquantaine de kilomètres. Je remets ici, oui voilà, il me reste 51 km à parcourir. C'est un véhicule full hybride, c'est-à-dire c'est pas un plug-in, c'est un auto-rechargeable. Et je dois dire que j'aime assez bien cette solution parce qu'elle a l'avantage de ne pas être trop lourde sur la balance. Parce que vous voyez, la batterie, c'est pas une grosse capacité. Comme je dis, à mon avis, c'est 2 kWh, alors que dans un plug-in, c'est plutôt dans les 15 kWh. Donc ça grève le poids de facilement 200 à 300 kg supplémentaires. Et donc on y perd en dynamisme de comportement, on y perd aussi en confort parce qu'on doit tarer la suspension de façon plus lourde. Et au bout du compte, si vous n'avez pas l'occasion de recharger tous les soirs chez vous, eh bien le plug-in hybride n'est peut-être pas la meilleure solution parce que si vous avez un hybride classique comme c'est le cas de celui-ci, au global vous allez vous retrouver avec des consommations assez similaires vu que avec le plug-in hybride, toutes les fois où vous n'aurez pas pu charger, vous allez surconsommer. Mais bon, ça c'est vraiment, il faut vraiment arriver à déterminer son profil d'utilisateur pour faire le choix entre les deux. Alors, petit passage en revue de ce qu'est vraiment cette phase 2 du Ford Kuga. Eh bien, comme vous le savez, le Ford Kuga est sorti en 2020. Sa présentation était juste la veille du confinement, donc ça nous ramène déjà 4 ans en arrière. Et cette phase 2, eh bien, elle se reconnaît à différents niveaux. D'abord, esthétiquement, l'extérieur a changé. Une autre chose qui a changé dans le Ford Kuga, c'est l'intérieur avec le Sync 4 ou le Sync 4 qui est assez bien fait. Je vous ai montré quelques fonctionnalités. Ici, là, on était dans le mode de conduite. Là, on retourne sur l'écran principal qui offre différentes fonctions donc de navigation, audio, téléphonie, etc. Ici, quand on va dans véhicule, on a les différentes fonctionnalités de driving mode, les assistances de conduite. Une autre chose qui a aussi été introduite, c'est le niveau de finition active, qui est le cas de ce modèle-ci. Ça s'accompagne d'une refonte des versions, d'une refonte des options. Il n'y a plus la possibilité de se faire un véhicule à la carte comme c'était le cas précédemment. Donc ils ont adopté la même logique que sur le Ford Puma, de sorte à avoir des versions plus standardisées et faciliter la production au niveau logistique, ainsi réduction des coûts et avantage aux clients. Mais donc plus possible de faire de la personnalisation à outrance comme c'était typiquement le cas des marques allemandes. Et sur ce point-là, Ford rejoint les marques asiatiques puisque les Japonais, historiquement, ils ont toujours fonctionné comme ça avec des versions ou des packs. Donc voilà, ça ce sont les informations principales sur le nouveau Ford Kuga. Premières impressions au volant de cette voiture, déjà bonne position de conduite, franchement c'est bien, regardez, hop,
comme d'habitude, l'épaule contre le dossier, on doit toucher le dessus du volant. Là, j'ai une position un peu plus relaxe parce que normalement, la position idéale, ça doit être comme ça, avec le pied au-dessus. C'est une voiture très douce, cette douceur de fonctionnement qui est liée à l'hybridation, qui est donc typique des produits Toyota et qui se retrouve ici. Au niveau de l'environnement de bord, je trouve que c'est très bien présenté, bon, malgré le fait que ce n'est pas du premium, mais je dirais dans la catégorie de prix dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire entre 40 et 50 000 euros en fonction des niveaux de finition, je trouve que c'est honnête. Le toucher des différents de surface est agréable. Et au niveau visuel, c'est pas mal non plus. Donc voilà, c'est un véhicule qui tout complet en version full sort à moins de 50 000 euros. Donc en plus au niveau des taxes, c'est assez intéressant vu que c'est hybride. Mais c'est un véhicule assez spacieux au niveau des places arrière, des places avant, du coffre. Franchement, pas mal du tout. C'est assez feutré au niveau conduite. On va voir la consommation au bout de notre essai, mais là, franchement, je suis à 4,2 litres. Bon, j'ai roulé cool, mais quand même, hein, 4,2 litres sur un gros véhicule comme ça. Le poids, je ne le connais pas parce que, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu accès au spec, mais à vue de nez, je dois être à 1700, je dirais 1650, 1700 kilos, je pense. On va essayer de se mettre en mode sport, donc je vais changer ici au niveau des modes. Ça accélère pas trop mal, je dois dire. Bon, et un petit peu comment ça marche au niveau conduite active. Alors on a la chance d'avoir des petites routes sinueuses et on peut rouler de façon dynamique sans pour autant être en excès de vitesse. C'est la version 4 roues motrices, je vous l'ai dit, donc full hybride. Ça roule bien, hein. Ça n'a pas le coup de pied aux fesses d'une plug-in, c'est clair, mais vu les prestations, je trouve que c'est pas mal du tout. Et oui, ça repart bien. Franchement, le fonctionnement combiné du moteur thermique et du moteur électrique fait que le véhicule est dynamique, il est réactif. Bon, comme je vous ai dit au début, j'ai roulé de façon assez cool, donc ma consommation était très faible. Là, je vais rouler de façon normale pour voir ce que ça donne au niveau consommation. Alors on a un toucher de route assez feutré, mais on sent qu'on a quand même des routes du 19 pouces. Ce ne sont pas des flancs trop fins, ce qui fait que ça amortit relativement bien. C'est un bon compromis entre tenue de route, agilité et confort. L'amortissement est bien, elle avale bien les irrégularités de la route. Là, on sent que que les suspensions travaillent, mais on n'est pas du tout secoué. Je fais exprès d'aller dans les bosses. La tenue de la caisse est assez bien faite. Ça se donne ligne pas trop, c'est stable, ça amortit bien, le confort est bon. Voilà, pour moi, c'est du tout bon. Franchement, j'aime bien. En plus, on a ici des routes sympas sur lesquelles on peut se faire plaisir sans être en excès de vitesse, donc bien. C'est une belle combinaison entre le confort de suspension et le confort des sièges. On arrive donc tout doucement à la fin de cet essai. Un essai qui m'a bien plu parce que c'est un véhicule très agréable, franchement confortable, très doux à conduire, avec des performances bien suffisantes. Ce n'est pas du tout un véhicule qui se traîne. Au niveau des consommations, je dirais que c'est probant, puisque là on est parti sur un parcours d'environ 70 km. On est bientôt au bout et sur les 70 km là je suis à une moyenne de 5,6 litres au 100 km, donc c'est pas mal. L'ordinateur de bord me dit que jusqu'à présent j'ai fait un tout petit peu plus d'un tiers du trajet en mode électrique. Pour un véhicule auto-rechargeable hybride, c'est pas mal du tout, vu qu'il joue en permanence avec la charge et la décharge de sa batterie. Moi, c'est le type de véhicule qui me convient parce que je n'aime pas la principale tare ou le principal désavantage du plug-in hybride, c'est-à-dire son poids. Donc le poids et puis aussi le fait que pour qu'il soit économique, il faut qu'on le charge à chaque fois qu'on peut. Et donc ça, c'est assez contraignant. Il y a des gens pour qui ça ne pose pas problème, principalement ceux qui ont la chance d'avoir une maison avec un chargeur à domicile.
Là, c'est vrai que le plugin fait du sens. Pour le moment, telle est la situation. Un plugin, il a l'avantage d'avoir plus de pêche. En contrepartie, il est plus lourd et il faut le charger tout le temps. Véhicule très agréable, essai transformé. C'est un choix qui est bien positionné au niveau de l'offre et du tarif pratiqué. Donc, je vous rappelle, pour moins de 50 000 € et même dans les bas des 40 000, on peut déjà avoir cette version, enfin une version hybride, parce qu'évidemment, on balaie cette fourchette en fonction du fait que si on prend un hybride auto-rechargeable, donc un FHEV, 2 roues motrices, 4 roues motrices, ou si on prend carrément un plug-in hybride, un PHEV, donc un hybride rechargeable sur secteur. Et là, évidemment, on s'approche plus des 50 000 € en version de finition haute. Voilà donc les amis, c'est la conclusion de cet essai qui m'a assez bien convaincu. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas les likes, les commentaires et les partages et finalement aussi les abonnements. Sur ce les amis, ciao ciao, à bientôt, à la prochaine.